Bonjour à toutes et à tous. Alors, très peu nombreux juste devant moi à l'auditorium Albert II, mais beaucoup plus nombreux à distance. Je vous salue toutes et tous qui nous suivez sur votre écran, chacun bien installé très confortablement. Nous le sommes aussi, rassurez-vous, chez vous. Je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi pour une séance commune des classes. Vous savez que nous en avons pris maintenant l'habitude depuis plusieurs années. Depuis 3 ans, la première année, nous nous étions préoccupés d'un objet spécifique, le patrimoine, avec l'aide de notre consoeur Kathleen Perrier-Ditren. La deuxième année, c'était avec l'aide de Jean-Louis Migeot que nous avions organisé cette séance commune sur un principe, je dirais, les modèles. Et je signale à nouveau, de loin pour la caméra, mais vous le savez, je l'ai déjà signalé, la sortie de l'ensemble des textes qui ont former cette séance des classes. Voilà, je le remets parce que je vois sur mon petit écran de contrôle que je suis en gros plan. Voilà, nous avons publié cette séance sur les modèles, et aujourd'hui, c'est plus un objet, c'est plus un principe, c'est, je dirais, une trajectoire, un objectif, celui de la transition sur laquelle nous voulons regrouper les compétences des 4 classes de notre académie. Ceci me paraît vraiment très très important, que l'académie puisse réfléchir transversalement et pas seulement chacun dans sa classe. Bien sûr, il y a des objets disciplinaires qui exigent ce travail classe par classe, mais il y a aussi des questions, des défis, des principes, des objets, comme je le disais tout à l'heure, qui nécessitent la convergence de nos regards. Et il me semble que c'est aussi là que se loge la spécificité de notre académie, d'où cette envie de travailler au moins une fois par an ensemble, et si possible bien davantage. Alors, je vais très très vite céder la place à notre président, Daniel Dethier, et à Luc Cheffneux, le directeur de la classe Technologie et Société, qui était la cheville ouvrière de cette journée cette année-ci, et je le remercie très chaleureusement. Mais je voudrais avant souligner 2 choses. La première, c'est que comme l'Académie, pour des raisons évidentes liées à la crise sanitaire, ne pourra pas organiser cette année de séance publique, eh bien, cette séance commune des classes, nos travaux en classe, seront podcastés et disponibles dans quelques jours sur la plateforme média de l'Académie, l'académie.tv. Mais je signale que l'avantage des membres qui suivent nos travaux et y participent, c'est que vous pourrez, chacune et chacun, poser toutes les questions que vous souhaitez à l'issue des différentes communications d'une 20aine de minutes chacune. Donc pas après chaque communication, mais quand nous aurons achevé l'ensemble des points de vue sur la question. À ce moment-là, nous ouvrirons une session de questions que vous pourrez poser oralement. À ce moment-là, sur l'écran de l'auditorium Albert II, nous vous verrons et nous écouterons vos différentes questions. J'en prendrai quelques-unes et puis les orateurs y répondront. Voilà, je pense avoir dit tout ce qu'il fallait dire d'un point de vue pratique, et je suis très heureux maintenant de céder la parole à nos orateurs et à vous souhaiter à toutes et tous qui êtes devant votre écran une excellente après-midi de travaux. Merci beaucoup, et la parole est à Daniel Dethier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement content d'être présent via visioconférence avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je suis très content pour 2 raisons. D'abord parce que
Il s'agit d'une classe commune et la transversalité me paraît quelque chose de très opportun pour exploiter les compétences des différentes classes de l'Académie. Et la deuxième chose, c'est que le sujet, le thème proposé par Luc, et je le remercie, est la transition, et c'est un sujet qui m'est très cher. On est vraiment mal barré. La pandémie actuelle de coronavirus nous a imposé des changements de comportement rapides et radicaux, inimaginables il y a quelques mois. Cinéma, restaurant, café fermé, couvre-feu, limitation de contacts sociaux, etc. Les coronasceptiques, car il y en a eu, se sont tus. Les mesures prises par le monde politique sous la pression populaire tentent désespérément de réduire les conséquences de la pandémie. Mais rien, ou très peu, est fait pour s'attaquer aux causes de la pandémie. On continue donc, on étend les zones habitées et cultivées, et pour ce faire, on reprend sur la nature, on défriche, on détruit des écosystèmes, et on rapproche brutalement des espèces qui n'avaient pas vocation à se rencontrer, résume Gilles Salva, directeur général délégué à la recherche à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La faune sauvage rencontre les animaux domestiques, les animaux d'élevage et les humains. La multiplication des contacts conduit à des mutations génétiques des microbes animaux susceptibles de les rendre contaminants pour l'homme. Il peut en résulter des pandémies qui se répandent rapidement via les moyens de communication mondiaux, routes, rails, bateaux, avions. Des centaines de milliers de virus animaux sont prêts à contaminer l'humanité, titrait Le Figaro il y a quelques jours. Et d'ajouter, 5 nouvelles maladies apparaissent chez l'homme chaque année, chacune d'entre elles ayant le potentiel d'atteindre le niveau pandémique, même si ce n'est heureusement pas toujours le cas. D'ores et déjà, 70% des maladies émergentes, Zika, Ebola, etc., et la quasi-totalité des pandémies menaçant la santé humaine, sida, Covid-19, différentes grippes, sont des zoonoses. Benjamin Roche, co-auteur du rapport de l'IPBES, avertit: la perte de la biodiversité, le changement climatique et les pandémies sont une seule et même crise très grave. Le message est clair. Lutte contre les causes de la pandémie et lutte contre les causes du réchauffement climatique égale même combat. Pourtant, peu est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, qui aura pourtant des conséquences bien plus dramatiques que la pandémie actuelle. Notamment, des centaines de millions de personnes devront fuir leur terre natale, devenue invivable. Mais la mobilisation générale contre le réchauffement climatique fait défaut. Contrairement à la pandémie actuelle de coronavirus, nous ne nous sentons pas en danger. Ce qui manque, ce ne sont pas les idées pour répondre à l'urgence climatique, mais la vision et la volonté politique. Car le système capitaliste est basé sur la croissance. Il continue à pousser à la consommation, à produire plus, à puiser dans les ressources non renouvelables, à générer de plus en plus de déchets. C'est ainsi que chaque année, l'humanité continue à émettre environ 40 milliards de tonnes de CO2. La température ne cesse donc de s'élever sous cette couche isolante qui ne cesse de s'épaissir. Et la surpopulation accentue le phénomène. Notre collègue académique, Jean-Pascal Van Ippersel, qui nous écoute, je pense, prévient: les changements climatiques vont affecter les activités humaines et économiques de manière majeure. Ça va coûter extrêmement cher de payer les dégâts si on ne fait rien pour prévenir les changements. Payer, il faudra de toute façon le faire. Mais est-ce que l'on préfère payer demain pour les conséquences du changement climatique, et il faudra payer aussi pour vie humaine et espèces vivantes disparues, ou investir aujourd'hui
dans toute une série de mesures pour garantir l'avenir de la planète. L'avenir de la planète, ce futur souhaitable, nécessite au plus vite une prise de conscience du danger imminent que représente le réchauffement climatique pour nous contraindre à un changement radical de système économique et de comportement. Merci. Pourrais-je m'adresser à la régie pour que l'on puisse débloquer le... Voilà. Donc après l'accueil et l'avertissement que vient de nous lancer Daniel Dethier, je vais vous parler du thème « Les académies et la grande transition ». Donc, chers consoeurs et chers confrères, il y a presque 2 ans maintenant, j'ai proposé à la classe Technologie et Société d'orienter principalement ses travaux sur le thème de la transition vers un futur souhaitable, qui est le titre que nous avons donné à cette séance commune. Personne, à ce moment, n'imaginait que nous allions vivre une crise de l'ampleur de celle que nous traversons. La pandémie révèle le manque de résilience du monde dans lequel nous vivons. Elle en souligne particulièrement la complexité, tout comme les interactions multiples qui lient les 12 domaines que la classe avait souhaité aborder dans sa démarche, tout en reconnaissant d'ailleurs qu'elle devrait absolument collaborer avec les autres classes ainsi qu'avec l'Académie de médecine. Vous voyez actuellement à l'écran une dia que j'ai extraite de l'exposé présenté in tempore non suspecto en notre séance du 19 janvier de l'année dernière. Si la santé est concernée au premier chef par la crise sanitaire, le monde de l'entreprise et du travail n'a pas manqué d'être directement impacté. Notre modèle économique et financier a été interpellé et la nécessité fut relevée de disposer d'infrastructures de bon niveau, de même que d'une gouvernance capable de faire face à des situations critiques qui peuvent générer des risques touchant à la paix et à la sécurité. Il est aussi apparu combien les valeurs de solidarité, de civisme et de cohésion sociale retrouvent toute leur importance, tandis que la nécessité des connaissances scientifiques et de l'expertise est mise en exergue. Les technologies disruptives, et en particulier le numérique, nous offrent la possibilité de garder le contact, tout en suscitant parfois de sérieux problèmes de respect de la vie privée et des droits humains. Notre système d'éducation s'en trouve largement perturbé, et l'impact sur l'environnement et le climat, et en particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, a été tangible, tandis que la nature a retrouvé un petit peu de ses droits. Belle illustration de ce que l'on peut appeler un système complexe, même hyper complexe. Or, dès avant l'apparition de la pandémie, un large consensus s'était dégagé au sein du monde politique et économique, ainsi que dans la population des pays européens, sur la nécessité de réagir énergiquement face à la crise climatique de plus en plus manifeste qui menace nos sociétés à l'horizon d'une génération. Aussi, a fortiori, le redémarrage de l'économie mondiale au lendemain d'un lockdown sanitaire ne peut-il faire l'impasse sur la prise en compte du changement climatique et de ses conséquences sociales, potentiellement beaucoup plus graves encore que celles causées par la pandémie elle-même. Face à un défi aussi colossal,
les académies ne peuvent se contenter de poursuivre quiètement leurs activités comme par le passé. Fondées pour contribuer au maintien et au développement de la connaissance, dans le but de promouvoir le progrès et la prospérité de la société, tant au niveau culturel que du bien-être économique et social, et cela en remettant aux dirigeants des avis non basés sur des idéologies, mais bien sur la science et l'intelligence collective venant de leurs diverses compétences. Nos sociétés, à l'échelle mondiale, vont être gravement impactées par la crise climatique, liée à notre société thermo-industrielle, due à son addiction aux combustibles fossiles. L'aspect systémique de cette crise, les interactions entre tous les domaines que j'ai cités précédemment, menacent l'atteinte de tous les objectifs du développement durable et l'essence même de nos démocraties. Si l'impact ne se manifestera que progressivement et avec une échelle de temps beaucoup plus longue qu'une crise sanitaire, il sera encore bien plus grave. La pandémie actuelle n'en étant qu'un exemple, servant, je l'espère, d'avertissement. Le défi est gigantesque et trop mal perçu. Or, c'est dès aujourd'hui qu'il faut prendre les décisions et actions nécessaires et difficiles pour combattre le changement climatique. L'alternative est simple à mes yeux. Soit nous prenons le taureau par les cornes avec énergie et détermination, et nous avons une chance de pouvoir nous en sortir en maintenant la cohérence de nos sociétés. Soit nous continuons à tergiverser, adoptant des objectifs ambitieux tout en n'en tirant pas les conséquences. Et nous aboutirons à une situation chaotique que nous ne saurons pas maîtriser et dont les conséquences seront catastrophiques. Vous aurez compris de quel côté je me range. Quel sera le rôle des académies dans ce contexte, que l'on nomme de plus en plus la grande transition, car elle touchera tous les domaines de la vie de nos diverses sociétés humaines. Elle sera environnementale, sociale, culturelle, économique, financière, éthique, etc. Est-ce une responsabilité particulière ou exclusive de la classe technologie et société? Absolument pas. Tous les domaines de la connaissance et des compétences humaines doivent y prendre part. Croire que les technologies vont résoudre le problème climatique dans le délai nécessaire est soit le fait d'une naïveté crasse, soit un prétexte pour refuser la prise d'actions difficiles. Certes, les technologies joueront un rôle majeur dans certains domaines. Elles seront aussi contributives dans les autres. Mais rien ne se fera sans parvenir à générer l'adhésion des citoyens à des changements perturbants mais indispensables. Et cela ne pourra se réaliser que dans le respect des caractéristiques sociales et culturelles des populations, avec un grand souci de la justice sociale et avec une gouvernance qu'il faudra sûrement réinventer. C'est donc toutes les classes de notre académie qui doivent se sentir concernées. C'est ensemble que nous pourrons contribuer à bâtir un futur désirable. Notre séance commune en est une parfaite illustration. 4 éminents collègues de chacune des classes vont nous présenter une contribution spécifique. D'abord, pour la classe des lettres et des sciences morales et politiques, Olivier de Scuter, rapporteur spécial des Nations Unies pour l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, nous présentera son exposé intitulé « Transition écologique et transition sociale, un seul combat ». Ensuite, notre président et directeur de la classe des arts parlera d'une réalisation pilote dans le domaine de la construction durable, Hosomi, une architecture responsable, ou comment l'art de l'architecture peut contribuer grandement à la problématique énergétique et à l'économie circulaire. Bel exemple du mariage fructueux de l'art et de la technologie. Il sera suivi par un exposé d'Éric Lambin pour la classe des sciences. Reconnu internationalement pour son action au bénéfice de l'environnement et du développement, il nous parlera des perspectives scientifiques sur le changement. Enfin, pour la classe technologie et société, notre confrère Bruno Coleman, auteur fertile et médiatique, fin connaisseur du monde de l'économie et de la finance, nous entretiendra de la réhabilitation de l'État stratège. Après avoir entendu les interventions de cette Dream Team, qui vous aura convaincu, si c'était encore nécessaire, du potentiel de notre académie dans la grande transition, nous pourrons entamer un débat
qui ne pourrait être que très riche. Place au premier intervenant, à toi Olivier. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être là parmi vous et ravi de succéder aux introductions de Didier Vivier, Daniel Dethier et Luc Cheffneux. Je voudrais avoir accès à mon PowerPoint et je sais qu'il est sur le bureau et je ne sais pas comment y avoir accès. Alors, est-ce que je pourrais avoir l'assistance de notre ami Quentin Pirlot? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Toutes mes excuses pour ces petites difficultés techniques qui sont malheureusement inévitables parfois dans ce genre de dispositif. Alors, je voudrais utiliser les quelques minutes qui me sont données pour, au fond, tenter de comprendre, peut-être en anticipant un tout petit peu l'exposé de mon confrère Bruno Coleman, le rôle de l'État dans la transition écologique et plus précisément penser à un outil que l'État n'a peut-être pas suffisamment utilisé en dépit de son potentiel, c'est de stimuler l'innovation sociale. Et je voudrais pour cela partir... Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui parce que je n'arrive pas à passer à la slide suivante. J'y suis. Voilà, partir d'un constat, c'est que l'inertie du système dont nous héritons est extrêmement forte en raison de ce que différentes composantes du système ont en réalité coévolué et en viennent à se soutenir mutuellement. Qu'avons-nous en fait? Nous avons un ensemble de choix technologiques, des grands acteurs économiques capables de réaliser des économies d'échelle et de soutenir la consommation de masse, des modes de vie, des choix culturels qui ont été faits en faveur de la standardisation de la consommation et enfin un système politique qui est pris en otage, j'y reviendrai sur cette question, par les grands acteurs dominants, les champions de cette économie low cost et des économies d'échelle et des chaînes logistiques mondiales qui, au fond, sont autant de verrous dans le système. Et toutes ces évolutions socio-techniques, socio-économiques, socio-culturelles, sociopolitiques sont des évolutions qui se sont influencées mutuellement. C'est ce qu'on appelle une coévolution, formant en réalité un système. Leur autonomie, en fait, n'est que très relative. Ils font système et c'est la question qui nous est posée aujourd'hui, le défi qui nous est posé, c'est comment déverrouiller un système largement inerte. C'est cette question que je voudrais aborder en tentant de partir d'un constat, c'est que nous avons en fait différents récits de la transition qui coexistent et que nous avons deux récits dominants reposant sur la transformation par l'État d'un côté, la transformation par les sauts technologiques de l'autre, et qu'un troisième récit, celui des innovations sociales citoyennes, mérite peut-être d'être approfondi davantage. Bien entendu, face à une situation de blocage telle que celle face à laquelle nous nous trouvons, on a tendance à compter sur le pouvoir de l'État pour changer les choses et à croire que finalement le changement viendra du vote que comme citoyens et citoyennes nous allons pouvoir émettre en donnant mandat au gouvernement pour faire évoluer la situation. Cet espoir mis dans la transformation par l'État, par le haut, risque pourtant d'être déçu, c'est en tout cas la thèse que je voudrais soutenir ici, pour 5 raisons. La première raison, c'est que nous avons des études qui s'accumulent pour montrer que les élites au pouvoir, les gouvernements, sont très largement pris en otage par les grands acteurs du monde économique et ne sont pas en mesure toujours d'imposer leur volonté à ce qu'on appelle de manière un peu trompeuse les marchés. Je prends une étude parmi beaucoup d'autres qui tente de quantifier ce phénomène de capture de l'État par les rentiers de l'économie, comme les appelle la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. C'est une étude publiée en 2014 par Benjamin Gillens et Martin Page, qui a tenté d'examiner 1779 dossiers présentés pour résolution au Congrès américain, donc à la Chambre des représentants et au Sénat américain,
Et pour chacun de ces 1779 dossiers, Benjamin Page et Martin Gillen se sont posé la question de savoir à qui, au fond, les parlementaires allaient être les plus attentifs. Aux attentes de qui allaient-ils répondre? Et la réponse pour ce qui concerne les attentes des citoyens, de l'opinion publique, est illustrée ici. Vous avez, si vous voulez, sur la ligne horizontale, le pourcentage de personnes qui, selon les sondages d'opinion, attendaient du Congrès qu'il adopte telle ou telle mesure, et vous avez, sur l'axe vertical à gauche, la probabilité d'adoption d'une décision. Et comme vous le voyez, que l'opinion publique soit à 10% ou à 20% favorable à une mesure, ou que sur la partie droite de l'axe, elle soit favorable à 80 ou 90%, cela ne fait guère de différence quant à la probabilité de l'adoption de la mesure. L'encéphalogramme du politique, de ce point de vue-là, est plat par rapport aux attentes des hommes et des femmes ordinaires. Si vous posez la même question, mais en vous intéressant aux attentes des grands acteurs du monde économique, les élites économiques, vous arrivez à un tableau tout à fait différent. Ici, ce que l'étude montre, c'est que lorsqu'un petit nombre de grands acteurs économiques attendent une évolution, elle n'a que très peu de chances de se réaliser. Lorsque par contre, ils sont très nombreux à attendre cette évolution, les chances d'adoption de la mesure sont beaucoup plus grandes. Et cette étude n'est, je le répète, qu'une étude parmi d'autres qui montre cette captation du pouvoir par les grands acteurs et donc le pouvoir de veto, de fait, que ces grands acteurs exercent sur la décision politique. Deuxième difficulté, elle concerne la perception du risque par les décideurs politiques, par les élites. Dans un monde idéal, l'on voudrait que les progrès de la compréhension de la science amènent une perception accrue du risque, ce qui illustre sur ce schéma le fait que la flèche monte de gauche à droite. La réalité, empiriquement attestée, cependant, de la perception du risque est très différente. En réalité, la question de savoir comment les informations scientifiques seront perçues va dépendre des a priori idéologiques, politiques, de la position qu'on occupe dans la société. Et c'est ce que mettent en lumière les études qu'ont faites à l'université de Yale un psychologue qui s'appelle Dan Kahane et qui distingue les personnalités selon deux types de profils. D'un côté, les profils égalitaires, communautaires, soucieux d'altruisme, de justice sociale et de redistribution. De l'autre côté, des profils qu'il appelle hiérarchiques ou individualistes, où, au fond, l'on pense que la société est méritocratique, qu'il ne faut pas venir au secours des plus démunis et que, finalement, la société est juste telle qu'elle est. Et ce qui est très frappant, c'est que, alors que les personnalités du premier profil réagissent à l'information scientifique en percevant le risque mieux à mesure que leur information est nourrie des apports des scientifiques, pour les personnes qui ont un profil de personnalité beaucoup plus hiérarchique, individualiste, il en va tout autrement. Ici, de manière très paradoxale et contre-intuitive, plus l'information est nourrie et plus les doutes sont entretenus quant à la réalité du risque environnemental. Pourquoi ? L'interprétation la plus commune de ces résultats, un peu consternant, c'est que lorsqu'on a peur que son mode de vie soit remis en cause, que ses convictions idéologiques soient remises en cause, l'on se protège des informations scientifiques et l'on va s'emparer de tout doute qui s'exprime dans la littérature scientifique pour, au fond, se rassurer sur le fait que l'urgence n'est pas finalement telle que celle que décrivent les scientifiques dans les tribunes et prises de position publiques qui sont les leurs. Donc il y a une vraie difficulté concernant la perception du risque par les élites au pouvoir. La troisième difficulté, c'est que nous sommes dans des systèmes politiques et économiques qui continuent de faire dépendre toute avancée significative en matière de transition écologique et sociale de la croissance du PIB. En fait, cette croissance est très largement perçue comme la condition, la précondition pour toute politique de redistribution sociale, mais aussi pour tout investissement dans la transition écologique. Et donc, le raisonnement dominant consiste à dire qu'il faut augmenter la richesse de manière à pouvoir dégager des moyens permettant de compenser les impacts sur les écosystèmes ou bien sur les inégalités et la pauvreté que la croissance économique peut causer. Et cette
dépendance sur le PIB de toutes ces politiques de transition écologique et sociale est un véritable problème. Elle conduit à faire toute une série de choix qui, en réalité, aggravent la situation qu'on va ensuite prétendre, à laquelle on va ensuite prétendre répondre. Et on n'a, pour l'instant, pas encore développé d'exemples, montré d'exemples convaincants où la croissance économique mesurée en progression du PIB par habitant était tout à fait découplée de la ponction des ressources et de l'accumulation de déchets, de pollution que les écosystèmes peinent à résorber, à absorber. Quatrième difficulté, c'est que les politiques sont conscients, plus ou moins consciemment, de ce que nous avons peur du changement. Et ici, les psychologues, parmi lesquels le prix Nobel d'économie de 2011, Daniel Kahneman, montrent bien combien nous attachons bien plus de prix à ce que nous possédons déjà qu'à ce que nous pourrions gagner du changement. C'est ce que les psychologues appellent l'aversion à la perte ou l'effet de dotation, endowment effect, illustré par exemple sur ce graphique très simple par l'idée que si vous perdez $100, la perte d'utilité mesurée sur l'axe vertical sera beaucoup plus importante que le gain d'utilité qui sera le vôtre si vous recevez $100 à l'avenir. Ça explique que, par exemple, si je vous demandais de me donner 100 €, en échange de quoi vous auriez 3 chances sur 4 de gagner 300 €, bien qu'il soit rationnel pour vous d'accepter cette proposition, la très grande majorité d'entre vous refuserait cette offre parce que vous tenez davantage aux 100 € que vous possédez déjà qu'à ce que vous pourriez gagner après une telle transaction. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ce proverbe populaire exprime bien cette tendance psychologique. Et donc, quand il s'agit de parler de transition écologique, quand on la présente sous forme de renoncement, de perte, de sacrifice, l'on sait plus ou moins consciemment que la population va s'y refuser. Enfin, dernier obstacle, le cinquième obstacle, c'est que le vrai changement qui nous permettra d'aller vers une société durable et bas carbone, ce sont des changements de comportement qui doivent être résistants au changement, qui ne doivent pas dépendre du contexte dans lequel on opère et qui doivent venir de ce que les psychologues, comme ceux que vous avez sous les yeux, Edward Deci et Richard Ryan, évoquent comme l'autodétermination. Ce que Deci et Ryan mettent en lumière, c'est que lorsque nous recevons des injonctions de l'extérieur, sous forme de normes juridiques ou d'incitants économiques, taxes et subsides, nous avons tendance à réagir pour préserver notre liberté, à nous protéger de ces injonctions que nous refusons spontanément. Et des psychologues, dès les années 60, je pense notamment à Jack Brems, ont mis en lumière cette théorie de la réactance. Nous préservons notre liberté face aux injonctions qui nous viennent de l'extérieur. Provoquer le changement suppose de stimuler des motivations dites intrinsèques. Il faut que ça vienne de nous pour que nous adhérions à certains changements dans les modes de vie qui concernent le recyclage, le recours aux modes de transport doux, par exemple, ou le choix de modes de vie simplement plus sobres et plus simples. Et c'est à condition de créer une certaine autonomie dans le chef de l'individu, préserver sa liberté, de lui donner la possibilité d'être compétent dans les changements qu'il veut voir opérer dans sa vie, et permettre que l'individu, en faisant ces changements, se rapporte à une communauté, à l'opinion de laquelle il attache de l'importance. C'est à ces trois conditions que ces motivations intrinsèques peuvent être stimulées, amenant des changements de comportement durables, qui ne vont pas être totalement dépendants du contexte dans lequel l'individu se meut. Ce que je voudrais simplement signaler, c'est que les gouvernements sont très mal outillés pour provoquer ces motivations intrinsèques. Ils sont conseillés par des juristes qui recommandent des normes qui interdisent ou sanctionnent, par des économistes qui recommandent le recours à des incitants économiques, mais stimuler les gens à vouloir le changement et à faire leur part est quelque chose qui, vraiment, n'est pas dans, je dirais, la panoplie des outils dont les politiques disposent. Alors, deuxième récit, c'est le récit des technologies qui vont permettre, grâce aux efforts en recherche et développement des entreprises, de sauter des étapes technologiques qui vont permettre d'avoir une croissance plus verte, plus durable, combinée avec les réflexes de plus en plus nombreux des consommateurs critiques.
Ici encore, je dois confesser mon scepticisme, non pas que je ne crois pas qu'il soit important d'investir dans une technologie propre et verte, bien entendu c'est absolument clé, mais cela ne suffira probablement pas, étant donné l'urgence de la situation. Pourquoi ? D'abord pour des raisons simplement démographiques qui tiennent à ce qu'on a appelé l'effet classe moyenne. Comme vous le savez, depuis les années 60, on a raisonné, notamment au sein des Nations Unies, sur la transition écologique en disant que la capacité de réduire notre empreinte écologique dépend de 3 facteurs. La population, la croissance démographique, les revenus et donc la consommation matérielle que permet l'augmentation des revenus, et troisièmement, les technologies. Et cette équation, IPAT, venant des économistes Paul Ehrlich et John Holdren, a dominé les débats au sein des Nations Unies depuis les années 60. C'est elle qui est au cœur de l'idée de croissance verte. La croissance démographique, combinée avec l'augmentation des revenus, augmente notre empreinte écologique, mais cette empreinte écologique, elle peut être neutralisée ou l'impact réduit par les bons technologiques que l'on pourrait faire. En réalité, ce qu'on constate, c'est que à partir d'un certain niveau de revenu moyen par habitant dans un État, les modes de vie que l'on voit adoptés dans les pays riches ont tendance à devenir la norme et tous les ménages vont vouloir imiter ces modes de vie des populations les plus riches sur la planète. C'est ce qu'on appelle l'effet classe moyenne, constitue en général à partir d'un revenu de $6 000 par an et par personne, et c'est la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Inde qui opère cette transition après la Chine et bientôt ce sera le tour du Pakistan, du Nigeria. Et cet effet classe moyenne signifie qu'on va assister dans les années qui viennent à une croissance dans la consommation des ressources qui va être significative, certes un peu moins forte que la croissance démographique elle-même et que la croissance des richesses, mais néanmoins significative. Dans un scénario business as usual, on va voir en réalité la consommation de ressources augmenter de 50% d'ici l'année 2050 en raison de cet effet classe moyenne. Troisièmement, on a ce qu'on appelle l'effet rebond. L'introduction de nouvelles technologies plus efficientes, plus propres, peut conduire à ce que l'on utilise davantage le bien de consommation moins énergivore, par exemple, à ce qu'on fasse rouler sur de plus longues distances la voiture électrique qu'on a acquise. Il y a à cela des raisons psychologiques aussi bien qu'économiques. Je ne peux pas malheureusement développer cela, mais la leçon de cet effet rebond, c'est que à niveau de revenu égal, des pays se classent très différemment selon l'empreinte écologique par personne, selon le mode de vie qui est adopté. Par exemple, aux États-Unis, où on a un niveau de vie comparable à celui de la Suisse ou de l'Autriche, mesuré en termes de PIB par habitant, on a une empreinte écologique qui est 2 fois plus importante. Les modes de vie donc importent, et la question qui doit nous intéresser, c'est comment changer ces modes de vie. Alors, je vais passer au troisième récit qui me paraît prometteur et sur lequel je voudrais proposer que nous mettions à l'avenir davantage l'accent. Ce récit, c'est celui des initiatives citoyennes, des innovations sociales qui partent, comme on le dit, de manière un peu rapide d'en bas, manifestées par le développement de coopératives d'énergie citoyenne, de circuits courts en matière alimentaire, par exemple. Ce récit pose la question de savoir comment les innovations de niche, les innovations sociales qui sont portées au niveau parfois très local par des universités, parfois par des hommes, des femmes ordinaires à l'échelle du quartier, de la ville, comment ces innovations de niche peuvent avoir un impact sur le régime dominant composé de ces composantes technologiques, économiques, culturelles et politiques que j'ai évoquées. Et ici, je voudrais situer l'enjeu au niveau du déplacement de normes sociales. Nous avons des études qui montrent que si une minorité dans une communauté donnée adopte un changement de mode de vie, consomme autrement, se chauffe autrement, se déplace autrement, etc., cela peut avoir un impact sur l'évolution de la société en général, à condition que cette minorité soit une proportion suffisamment importante des membres de la communauté.
Et de manière très frappante, les différentes études dont nous disposons sur le changement de normes sociales, et sur ce schéma, chacune des études correspond à un point que vous avez gris ou noir, ces études convergent pour montrer qu'à partir de 24-25% de la population d'un groupe, la norme sociale peut basculer très brutalement. Ce n'est donc pas une évolution linéaire qui passerait de 10 à 20, à 30, à 40%, etc., par exemple dans l'adoption de nouveaux modes alimentaires ou de nouveaux modes de déplacement. C'est de manière très soudaine un déplacement à l'échelle sociétale qui s'opère dès lors que 24-25% d'une minorité consciente de vouloir amener le changement de mode de vie se mettent en route. Comment est-ce que l'État peut aider à cela? Et je voudrais terminer en évoquant 4 outils que l'État pourrait développer davantage pour stimuler ces innovations sociales. Alors, il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup évoquer ici, qui dit qu'on ne fait pas pousser un arbre en le tirant par ses branches, et c'est vrai que l'innovation sociale, d'une certaine manière, ne peut être que auto-générée ou spontanée, mais l'État peut faire quelque chose pour créer un climat favorable à l'émergence d'innovations sociales qui préparent la transition écologique. 4 outils. 1, le renforcement de la démocratie, pas seulement de la démocratisation de l'État, mais de la démocratisation de la société, pour que, au fond, les obstacles que les hommes et les femmes qui créent des alternatives rencontrent, pour que ces obstacles puissent être progressivement levés en interrogeant les contraintes politiques, réglementaires qui entravent le développement de ces innovations sociales. Et dans un livre que nous préparons avec Tom de Dewaarder, nous tentons de montrer les liens entre l'activisme des consommateurs, l'action politique, civique et, troisièmement, la création d'alternatives, en montrant combien ces créations d'alternatives peuvent aller de pair avec un investissement dans des mécanismes de démocratie participative. Deuxième outil, c'est un meilleur équilibre entre vie privée et familiale. Pour briser le cercle vicieux travail-consommation, où nos loisirs sont de plus en plus des loisirs dominés par la consommation qui coûte et où nous travaillons toujours plus pour permettre de payer ces moments de loisirs que nous pouvons nous offrir. Ce cycle travail-consommation ne permet pas de dégager un temps suffisant pour l'autoproduction et pour l'acquisition de nouvelles compétences, et c'est donc extrêmement important pour que les innovations sociales puissent s'épanouir, d'avoir le temps de le faire, d'investir dans l'action locale, dans l'innovation sociale. Quand on interroge les gens qui s'investissent, par exemple, dans la transition alimentaire, dans les systèmes alimentaires alternatifs, le point qu'ils mettent en avant pour expliquer qu'ils ne peuvent pas faire davantage, le facteur limitant, comme disent les économistes, c'est le temps dont ils disposent. On ne peut pas transformer la société simplement en travaillant un peu le soir, le week-end, avec des voisins sur une base bénévole. Et donc, ça, c'est le deuxième levier que l'État peut utiliser pour stimuler l'innovation sociale. La réduction du temps de travail peut y contribuer. Troisièmement, c'est l'égalité, la recherche de l'égalité dans les revenus. D'abord parce que ça permet de réduire la tendance à la consommation ostentatoire, c'est-à-dire stimulée par le souci de reconnaissance sociale, mais aussi parce que dans des sociétés plus égalitaires, on a davantage d'investissement dans l'action civique et on a davantage d'investissement dans l'action altruiste. Voici par exemple une étude portant sur 24 États européens qui montre la corrélation significative entre l'égalité, mesurée ici sur l'axe horizontal, et le degré de participation civique. Les États où les inégalités sont les moins fortes, comme la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, sur ce tableau, sont les États où la participation civique est la plus élevée. On a davantage envie de s'investir dans la vie de la collectivité, dans la vie de la cité, lorsque l'on se sent partie d'une société qui est inclusive, où les écarts de revenus ne sont pas trop importants. De même, dans les sociétés plus égalitaires, et malheureusement, les graphiques que vous avez sous les yeux ne sont peut-être pas lisibles de là où vous êtes, ils sont trop petits, mais on a des études qui montrent que, quel que soit le niveau de revenu du ménage, de manière systématique, dans les sociétés les plus égalitaires, on aura tendance à avoir des comportements plus altruistes à l'égard, par exemple, des personnes issues de l'immigration, des personnes ayant handicap, des personnes âgées, des personnes qui sont malades. On a toujours un altruisme plus grand dans les sociétés plus égalitaires où on se sent davantage responsable
les uns des autres. Et donc, on a, par des politiques qui renforcent l'égalité des revenus, on se donne les moyens de stimuler l'investissement dans l'innovation sociale. Enfin, quatrième et dernier facteur, je termine par là, c'est l'aménagement de l'espace. Il est important de reconnaître, même si cela n'est pas fait suffisamment, que le contexte physique dans lequel on organise la vie collective, notamment l'organisation de l'espace urbain, a un impact décisif sur l'émergence de l'innovation sociale. On a eu dans les années 1990 des architectes urbains qui ont tenté de mettre en lumière ceci, c'est ce qu'on appelle l'école du New Urbanism, le nouvel urbanisme, montrant par exemple qu'on pouvait dans les villes organiser une vie de quartier avec des espaces publics entretenus par les habitants de même quartier, avec des lieux de convivialité où les rencontres informelles peuvent s'opérer, en garantissant, si vous voulez, une organisation de l'espace qui évite que chacun se replie sur son chez-soi et au contraire partage avec d'autres des moments de convivialité. Et c'est ainsi que l'aménagement urbain peut stimuler l'innovation sociale. De même, on a des études qui montrent que la mise à disposition de voisins d'un espace de réunion où ils peuvent développer une action collective peut stimuler la recherche de l'innovation sociale. Et donc, je termine par une citation du prix Nobel d'économie 2009, Elinor Ostrom, qui avait, avant beaucoup d'autres, identifié le potentiel, au-delà du marché et de l'État, le potentiel de communautés qui s'auto-organisent et se donnent leurs propres règles de gouvernance, à aller vers une gouvernance durable des biens communs. Et elle nous dit ceci dans le discours de réception du prix Nobel d'économie qui lui a été attribué en 2009. Elle nous dit un but central de la politique publique, de l'action publique, ça devrait être de favoriser le développement d'institutions qui permettent aux humains de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est par là que je voudrais terminer. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Pirlo. Difficile de prendre la parole après un aussi brillant exposé. Je vais néanmoins essayer de vous relater un parcours qui est le mien, pas en tant qu'urbaniste, parce que ce que vous avez dit au niveau de l'urbanisme, j'en suis particulièrement convaincu, mais une démarche qui est plus centrée sur la construction. La construction traditionnelle ne répond plus aux exigences actuelles. La plupart du temps, les matériaux et les méthodes de construction sont polluants, déchets et surplus importants souvent atterrés sur site, nuisances sonores lors des travaux, souvent de longue durée, et ne s'inscrivent en rien dans l'éthique du développement durable, tant dans leur fonctionnement que dans leur vieillissement. Cette absence de réflexion écologique se double d'une autre carence, celle de l'inéquation, l'inadaptation de l'édifice à l'évolution de plus en plus rapide de nos modes de vie et de nos besoins. La construction traditionnelle est enfin tenue par un très grand nombre d'aléas lors des travaux d'édification. On peut penser aux problèmes de mobilité vers le chantier ou aux incertitudes climatiques qui peuvent impacter les délais et l'économie d'un projet. Certains tardent encore à le reconnaître. Nous sommes à la fin d'une époque. La construction traditionnelle ne peut plus répondre à l'évolution des techniques et des modes de vie. L'architecture en bois est apparue comme une alternative à l'architecture traditionnelle. La maison Bishop que je vous présente ici est révélatrice de mes préoccupations. Cette petite maison de campagne à ossature bois préfabriquée a été construite dans les années 80 en bordure des Hauts-de-Fagne, en relation avec le milieu, le paysage, le climat, le terroir. La préfabrication qui est présente dès ce premier projet a été envisagée à l'époque uniquement d'un point de vue technologique, pour améliorer la qualité et les performances techniques de la construction. L'architecture est dense et poétique, elle se vit plutôt qu'elle ne s'exhibe, les matériaux sont locaux, autant que faire se peut, même si à l'époque, on ne parle pas encore d'économie circulaire. Les techniques sont en relation avec les savoir-faire des artisans, qui sont source d'inspiration. La maison est bioclimatique.
son fonctionnement intègre le bénéfice de volets, d'une isolation importante des parois, d'une ventilation mécanique contrôlée, d'un accumulateur d'énergie solaire constitué par un amas de pierres isolées de l'extérieur et situé sous le plancher au pied des vitrages sud. Une zone extérieure humide, un jardin de plantes régionales et de charmilles protectrices complètent le dispositif. Si l'on reconnaît que l'architecture en bois apparaît bien comme une solution féconde et prospective, il faut constater qu'on y recourt pour des constructions de plus en plus importantes. J'y crois depuis longtemps. J'ai privilégié le bois pour des réalisations ambitieuses, dont des tours d'observation, parmi lesquelles le belvédère pour le Bundesgartenschau de Koblenz, développé en 2011 avec les conseils du bureau Ney & Partners. Construit sur un site qui domine la ville, l'édifice prend la forme d'une agrafe triangulaire. Son identité tient de l'emploi du bois et du métal, lesquels autorisent le développement de porte-à-faux. Face à la vallée, il atteint plus de 15 mètres, à 10 mètres au-dessus du sol. Avec le choix de matériaux spécifiques, bois indigène pour la construction et le platelage, acier et cortène pour les éléments structurels métalliques, la construction a pu être entièrement préfabriquée. Mais force est de constater que le bois nécessite des renforts, qu'on appelle aussi des goussets, en matériaux plus résistants pour conserver la finesse de la structure, notamment aux nœuds constructifs où les efforts sont concentrés et importants. L'acier est donc souvent utilisé, notamment pour reprendre avec élégance les efforts de traction et de contreventement. Plus la construction se complexifie, augmente en hauteur, plus l'acier est utilisé en complément du bois. Construite en 1965 par l'architecte Julien Rogène, la tour Brunfaux à Molenbeek-Saint-Jean se caractérise par une ossature en acier. La proposition de mon bureau pour la rénovation illustre bien l'intérêt d'une telle ossature. Où un projet dans une optique traditionnelle aurait prévu de démolir l'immeuble en place pour en reconstruire un nouvel édifice en béton, nous avons proposé de conserver ce bâtiment emblématique du paysage urbain bruxellois en récupérant sa structure métallique et en l'élevant de 6 étages supplémentaires pour accueillir 98 appartements. Le projet de transformation étudié en 2013 avec Atelier 229 et Ney & Partners est en cours d'exécution et se singularise par le renforcement de la structure métallique et des fondations, l'emploi de caissons de façade en bois très isolés et de planchers en bois glissés dans l'ossature parce que moins lourds que des éléments en béton. Les structures métalliques apparaissent donc comme une voie à explorer pour une architecture durable, d'autant plus qu'elles peuvent, comme on vient de le voir, être associées à un emploi massif de bois et sont particulièrement bien adaptées à des modifications et adaptations importantes. La maison Denis Hortmans a été édifiée en 2000 et c'est une maison ossature acier. Elle apparaît d'ailleurs comme le premier édifice issu de mes recherches sur la préfabrication en acier. Elle se situe dans la lignée des travaux de Charles Héré Mims, de Jean Privé ou de Charlotte Perriand. Projet radical, notamment en raison du budget très serré, il utilise des méthodes de construction industrielles. Il est adapté au mode de vie actuel d'une famille. Sa typologie s'apparente plus à celle d'un appartement qu'à celle d'une maison traditionnelle. Elle reflète mes engagements et ceux du maître de l'ouvrage en matière de développement durable. Élevée au milieu d'un verger, la construction est en symbiose avec son environnement. Elle se pose sur des pilotis et son toit est recouvert de végétation. Côté sud et ouest, des câbles tendus devant les vitres servent de support à la vigne, laquelle protège l'intimité des habitants, réduit les nuisances du rayonnement solaire et anime l'espace intérieur par des jeux de lumière naturelle. Le projet se veut aussi emblématique en se présentant comme une alternative à la pollution visuelle engendrée par les constructions pseudo-vernaculaires qui fleurissent en périphérie de nos villes. La qualité de l'architecture a été reconnue par de nombreuses publications et prix. Elle émane notamment des proportions du parallépipède, du fenestrage et de l'association du verre à la finesse de la structure en acier. Une grande attention
a en effet été porté avec l'ingénieur Ney à la conception des nœuds constructifs et des différents assemblages pour les simplifier, leur donner évidence et cohérence. Mais la démarche exigeante pour créer une architecture unique est de nos jours devenue épuisante à tenir, trop chronophage tant pour les auteurs de projets que pour les entreprises. L'alternative consiste donc à amortir les études et mise au point sur une production en série. Fort de l'expérience de la maison Denis Hortmans, nous nous sommes intéressés à la préfabrication de modules associant acier et bois. En 2013, avec le bureau d'acoustique BNP, le bureau d'études Grèche, Liège, UCL, et soutenu par le pôle de compétitivité Mécatech, nous avons entamé l'étude d'une architecture modulaire. Nous l'avons appelée OZOMI. Dès l'origine, cette architecture modulaire a été conçue pour des bâtiments jusqu'à Ré+8. Il ne s'agit donc pas de maisons individuelles isolées, mais plutôt de constructions qui pourraient correspondre à la densification des villes. La première occasion de tester OZOMI a été la construction de 4 maisons, 2-3 chambres, sur le terrain dans la périphérie liégeoise. Si la maison Denis Hortmans est toujours visitée par les amateurs d'architecture et si elle satisfait pleinement ses occupants, elle ne pourrait plus être réalisée aujourd'hui en raison des normes, notamment la fameuse PEB, qui impose des règles peut-être simplistes, mais qui limitent l'innovation. Les maisons des Petites Roches sont en adéquation avec les normes actuelles, ce qui limite considérablement les surfaces vitrées et impose des façades fermées et isolées. Certes, la maison Denis Hortmans peut être considérée comme un jalon dans mes recherches sur la préfabrication, je viens de le dire, mais 3 éléments essentiels font défaut. Elle n'est pas conçue pour être industrialisée en série, elle ne permet qu'une flexibilité toute relative, et ces éléments préfabriqués, comme les colonnes, les poutres, les planchers, la toiture, les fenêtres, sont assemblés sur site. Les maisons des Petites Roches sont au contraire assemblées entièrement en atelier. Les modules possèdent une ossature sur laquelle viennent se greffer des différents composants, éléments de mur, de plancher, de toiture, escaliers, portes, fenêtres, pare-soleil, équipements, chauffage, ventilation, pompe à chaleur, capteurs solaires, électricité, mobilier sanitaire et finition. Les interventions sur site sont donc extrêmement limitées. La mise au point d'un tel système modulaire est complexe. Les études sont ardues et doivent reposer sur une capacité à reconsidérer tous les composants de l'architecture dans une optique qui allie la standardisation nécessaire à industrialiser une pièce et l'adaptabilité du système qui doit d'emblée être envisagé comme évolutif et extrêmement modulable. Les avantages du système sont nombreux. D'abord, la construction en atelier permet d'atteindre un niveau de précision et de soin inégalable. Deuxièmement, le perfectionnement technique est au service de la recherche esthétique, comme pour la maison Denis Hortmans, les colonnes structurelles participent à l'architecture. La construction en atelier permet d'exercer un contrôle et un autocontrôle. Il permet aussi de tester les performances techniques. L'industrialisation permet de valider et de perfectionner les méthodes et processus de construction. Le retour sur expérience permet d'améliorer continuellement les détails et la mise en œuvre. Elle permet en outre une maîtrise des coûts et des délais, parce qu'elle s'affranchit notamment des aléas climatiques. Elle limite le charroi et les déplacements nécessaires à un chantier traditionnel. Elle limite aussi les pollutions sur site, notamment au niveau de la production des déchets, des nuisances sonores et la durée du chantier. Cet atout est particulièrement intéressant en milieu urbain. Enfin, la construction est plus économique et plus respectueuse de la main-d'œuvre. Ce mode d'exécution permet en effet d'optimaliser les conditions de travail. Pour être concurrentielles, les entreprises cherchent à réduire le coût de la main-d'œuvre qui constitue 2/3 du prix de la construction. Pour ce faire, l'usage habituel consiste à engager une main-d'œuvre moins chère, donc moins qualifiée, ou de recourir au dumping social. Les conséquences sont un désintérêt progressif pour les métiers de la construction. Les entreprises ont beaucoup de mal à engager alors que le taux de chômage est important, et un appauvrissement des savoir-faire et une perte des règles de l'art. La pérennité des ouvrages s'en ressent et certaines constructions sont aujourd'hui simplement impossibles à réaliser. On n'a plus les compétences pour le faire.
Au contraire, travailler en atelier permet une exécution dans de bonnes conditions, sans perte de temps en déplacement, avec un équipement et une logistique adaptés. Les informations sont précises, la communication optimalisée. Chaque heure prestée est productive, alors qu'en construction traditionnelle sur site, j'observe qu'en moyenne 2 heures prestées correspondent réellement à 1 heure de travail effectif. Même dans le cas des petites roches réalisées en atelier de manière semi-industrielle, le gain au niveau du coût de la main-d'œuvre a permis de concurrencer les constructions classiques. En effet, sur base du même plan, nous avons demandé prix pour des alternatives à ossature bois en mur porteur, pour des ossatures bois avec des panneaux de bois, pour une version traditionnelle de clé sur porte, et c'est ce système de construction Ozomi qui s'est avéré le meilleur marché. Ozomi est un procédé, nous sommes donc orientés vers le développement du procédé de construction Ozomi, qui est un procédé de préfabrication ouvert. La conception de chaque projet peut être précisément contextualisée en fonction de la topographie, du climat, de l'environnement. Et le bâtiment que mon bureau est en train de réaliser, vous voyez ici un montage à blanc en atelier, se situe dans la région la plus froide de Belgique, sur un terrain en forte déclivité, comme vous le verrez tout à l'heure. Il permettra de vérifier les performances techniques et les performances architecturales. Un des atouts majeurs d'Ozomi vient de sa flexibilité. Contrairement au système modulaire classique, elle est double. Elle se situe d'abord au niveau des modules qui peuvent être assemblés les uns à côté des autres, mais aussi au niveau des composants qui peuvent être montés et démontés. Cette caractéristique réduit considérablement l'empreinte carbone de la construction puisqu'elle ouvre des possibilités importantes d'adaptation et de remploi. Le système se veut adapté à des lieux de travail et des lieux de vie. Ici, le site choisi pour la réalisation de ce prototype à Outrewarche abrite des ateliers garages, des bureaux et un logement. Les modules peuvent être utilisés seuls dans l'esprit des tiny house, mais on les a utilisés ici pour un logement R+2. Ils sont très bien adaptés au développement d'immeubles à étages jusqu'à R+8, ce qui semble constituer une hauteur idéale pour des constructions en ville et notamment en Europe. Ils permettent également de rehausser des constructions existantes et de participer à la redensification du tissu urbain. Dans ce secteur, il faut relever que 80% de la fabrication s'effectue hors site, ce qui limite considérablement les délais de construction in situ et les nuisances y afférentes. Le projet d'Outrewarche, Ozomi Outrewarche, veut démontrer les qualités architecturales. Les modules sont posés sur des pilotis standards. Il y a des modules en porte-à-faux, il y aura une terrasse couverte, la modulature des façades, les brises soleil, la toiture végétalisée, est couvert de panneaux photovoltaïques, les bardages en bois brûlé et recouverts aussi de panneaux photovoltaïques, essayent d'explorer toutes les possibilités possibles. À ce sujet, il convient de relever que l'utilisation de panneaux photovoltaïques tant en toiture qu'en façade, combinée à des pompes à chaleur, permet de s'affranchir des énergies fossiles, étant grâce à la compacité des volumes et à leur isolation, à l'autonomie énergétique. Pour en revenir à l'esthétique, il faut reconnaître qu'à l'encontre des systèmes modulaires classiques de type conteneur, on peut développer des projets réellement architecturaux. Ozomi autorise en effet une grande liberté dans la composition qui permet de créer des édifices significatifs de nos sensibilités contemporaines. Relevons encore qu'Ozomi est basé sur l'exploitation des circuits courts. Ces matériaux de base sont l'acier et le bois, et ils s'intègrent à une tradition de savoir-faire impliquant une main-d'œuvre locale spécialisée. Ces réflexions se poursuivent dans l'utilisation du bois local, brûlé en bardage pour être imputrescible, c'est une technique ancienne japonaise. Dans les produits d'isolation, on utilise de la laine de mouton par exemple, les équipements comme la robinetterie et les boîtiers électriques qui sont encore fabriqués en Belgique. La réduction de l'empreinte carbone d'une construction tient d'une dynamique combinatoire.
ce n'est pas un élément qui prévaut, mais une combinaison d'éléments. Il paraît nécessaire d'intégrer la modularité, le choix des matériaux et les techniques, le niveau élevé des performances, la construction hors site. À ce titre, la construction par module préfabriqué combinant des composants manufacturés interchangeables n'est plus uniquement une préoccupation d'ordre technologique, comme dans le premier projet que je vous ai montré, mais surtout une volonté de réemploi, de recyclage des modules et des composants, condition sine qua non pour en augmenter la flexibilité et donc la durée de vie, ce qui est essentiel pour réduire l'empreinte carbone. On le comprend, l'architecture n'a plus d'autre choix que d'être responsable et accessible au plus grand nombre. Et pour terminer, j'oubliais de vous dire qu'en japonais, Ozomi signifie la découverte de la beauté du quotidien. Tout un programme donc. Je vous remercie pour votre écoute. Bien, bonjour à toutes et à tous. La bonne nouvelle par rapport à la transition écologique, c'est que finalement toutes les solutions sont connues. Non seulement elles sont connues, mais elles sont déjà mises en œuvre quelque part dans le monde, adoptées par quelques acteurs, validées, évaluées, elles marchent bien. La mauvaise nouvelle, c'est que pour quasiment l'ensemble de ces solutions, une très petite fraction du marché les adopte. Par exemple, moins de 10% de l'électricité à l'échelle mondiale est produite à partir de l'énergie solaire ou éolienne. À peine 20% des émissions de dioxyde de carbone dans le monde sont sujettes à une taxe carbone. Tous les systèmes d'éco-certification qui garantissent des moyens de production durables, typiquement, ont des parts de marché de 4 à 5%. Parfois 20% dans quelques cas, par exemple l'huile de palme, et alors on crie « Hurrah !» mais on tend à stagner à ce niveau-là. Donc mon argument ici, dans les minutes qui vont suivre, est que la question n'est plus tellement de venir avec des innovations, mais de travailler sur la mise en œuvre, l'implémentation de ces innovations à l'échelle pour véritablement transformer le système. Avant de passer à mes réflexions sur comment arriver à ce upscaling en anglais, je vais d'abord passer en revue comment différentes disciplines scientifiques se sont représentées le changement. Et on va voir qu'on va y trouver une série de bonnes idées pour la transition écologique. Je commence par ici une petite formulation qui est issue de la théorie des organisations et qui nous dit que finalement le changement ne se produira qu'à la condition que d'une part, le degré d'insatisfaction vis-à-vis de la situation présente est relativement élevé, grâce à des campagnes d'information, que par ailleurs, qu'il y ait une vision claire, bien articulée de la situation désirée, c'est un peu le rôle des utopies, et qu'enfin, les premiers pas, les premières solutions technologiques soient convaincantes, soient effectives. On vient d'en voir un exemple magnifique dans la présentation précédente. Évidemment, il faut que le produit de ces trois conditions soit suffisant pour surmonter la résistance au changement que M. de Scutter nous a présenté également dans son exposé. Et vous voyez dans cette petite équation, si on peut l'appeler comme ça, que la résistance au changement est divisée par le degré de confiance entre les acteurs. Au plus on est dans une société égalitaire où il y a une confiance entre les parties prenantes, au plus faible est ce changement. Par contre, dans une société très polarisée, comme l'est par exemple les États-Unis aujourd'hui, la résistance au changement est très élevée. Comment réaliser ces conditions pour qu'un changement soit possible à l'échelle ? Là aussi, différentes disciplines ont représenté le chemin vers ce changement selon un ensemble d'étapes très séquentielles, relativement linéaires. Ici, de nouveau, la théorie des organisations, une contribution de John Kotter, qui représente ici 8 étapes qui chacune ont pour objectif de lever un des blocages qui était représenté dans le modèle précédent. On retrouve ce même genre de représentation séquentielle en étapes dans le cycle politique, en sciences politiques,
où chaque politique, pour être effective, doit passer par une série d'étapes, la définition de l'agenda, des objectifs, la formulation et puis l'adoption de la politique, sa mise en œuvre et enfin son évaluation. On trouve un raisonnement quasiment identique en sciences du comportement, où des psychologues se sont posé la question comment, au fond, faciliter l'adoption de nouveaux comportements des individus, que ce soit pour lutter contre le tabagisme, que ce soit pour changer son régime alimentaire ou faire plus de sport. On retrouve quasiment les mêmes étapes par lesquelles il faut passer de manière séquentielle pour réussir le changement de manière durable. Une autre théorie qui a traité la même question est la théorie sur la diffusion des innovations d'un certain David Rogers de 1960, qui lui représente la pénétration d'une innovation dans un marché comme suivant une courbe en S, que vous voyez ici en jaune, la courbe logistique, à savoir qu'au début, cette innovation ne touche qu'un marché de niche, les innovateurs eux-mêmes, les personnes qui sont le plus ouvertes au changement, arrive à un certain seuil où cette innovation pénètre le marché de masse, mais évidemment le dernier stade de pénétration, l'innovation, est très lent, ralenti. Pourquoi? Parce qu'évidemment on atteint le segment de la population qui est relativement conservatrice, qui va intrinsèquement résister à tout changement dans leur comportement. Ce qui est assez intéressant dans cette théorie, c'est que les paramètres de cette courbe logistique, à savoir les points d'inflexion, la pente, etc., sont définis par la nature de l'innovation elle-même, plutôt que par le milieu dans lequel cette innovation va pénétrer. À savoir, on identifie comme caractéristique clé de l'innovation le fait qu'elle a un avantage relatif élevé ou non par rapport au système qu'elle va remplacer, le fait qu'elle est plus ou moins compatible avec le régime actuel dans lequel elle va s'insérer, qu'elle est plus ou moins complexe ou simple à comprendre, qu'elle est testable, et qu'on peut observer l'effet de l'innovation parmi ceux qui l'ont déjà adopté. Pour passer aux sciences naturelles, on trouve une représentation assez similaire, mais un peu plus complexe, parmi les écologues qui ont étudié la dynamique des écosystèmes. Et Buzz Holling, très connu pour ses travaux sur le cycle adaptatif, a identifié 4 phases clés qui sont parcourues par un grand nombre de systèmes complexes naturels. La première phase, le petit R ici en bas à gauche, représente une phase d'exploitation, de colonisation d'un écosystème par une nouvelle espèce qui va accumuler de la biomasse, qui va développer une certaine biodiversité, une certaine connectivité entre espèces. Cette évolution suit elle-même une courbe logistique, la même courbe logistique que vous voyez sur le graphique précédent, donc la partie grise du graphique ici. Une fois cette phase d'exploitation arrivée à un stade bien avancé, on va plutôt avoir une phase de consolidation où une certaine rigidité dans l'organisation du système va s'installer. Ça va rendre le système très vulnérable à des perturbations extérieures et on va basculer dans une phase de destruction, d'effondrement, la phase oméga, qui elle-même donnera lieu à une réorganisation du système, la phase alpha dans la partie noire de la courbe, la partie arrière de la courbe, réorganisation qui ne va pas nécessairement reproduire l'organisation initiale, mais qui éventuellement va créer un nouveau régime qui aura des propriétés peut-être mieux adaptées à l'environnement. Donc on a ce cycle adaptatif qui se répète. Ce qui est intéressant dans cette représentation du changement, c'est qu'on voit 2 types de changements. On voit le premier changement lent et graduel selon cette courbe logistique, à l'avant-plan, en gris, et puis on voit un changement beaucoup plus radical, une révolution, une réorganisation complète du système. C'est ce qu'en anglais on appelle la back loop, la courbe arrière représentée en noir ici. Et évidemment, la nature est remplie de phénomènes, de dynamiques des écosystèmes qui suivent des relations non linéaires ou même qui font preuve de ce qu'on appelle l'hystérésis, à savoir un système qui a plusieurs attracteurs. Et le changement, lorsque le système passe d'un état ou d'un régime à un autre, il est extrêmement difficile de revenir en arrière parce qu'il y a des systèmes de blocage qui vont stabiliser le système dans un nouveau régime. En sciences naturelles, la théorie par excellence du changement, c'est évidemment la théorie de l'évolution des espèces de Darwin. De son temps, Darwin avait représenté l'évolution du phénotype des espèces comme étant un processus relativement graduel,
une lente évolution par mutation aléatoire des espèces. Dans les années 70, deux paléontologues, dont Jay Gould, avaient remarqué dans les archives de fossiles qu'en réalité, il y avait de très très longues périodes où on observait une grande stabilité des espèces, suivies par des périodes relativement courtes, enfin, entendons-nous, courtes à l'échelle géologique, on parle quand même de dizaines de milliers d'années, si pas de centaines de milliers d'années, donc ces périodes d'évolution très rapide des espèces pour repartir dans une phase beaucoup plus stable. Ils avaient nommé cette théorie qu'ils proposaient comme étant la théorie des équilibres ponctués, par opposition à cette représentation du gradualisme qui prédominait dans la conception initiale de la théorie des espèces. Ces équilibres ponctués donc, sont représentés donc, par ces états stables qui basculent à un moment dans une phase d'instabilité avec une variance très très élevée pour retomber dans un autre état stable. Eh bien, la science politique a repris exactement cette même terminologie, ce même modèle pour décrire là aussi l'évolution politique qui ne se fait pas de manière linéaire et graduelle, mais elle-même par des sauts quantiques. Et de manière intéressante, ces phases de grande variabilité, de grand désordre que vous voyez sur le milieu du graphique sont souvent annonciatrices d'un changement de régime. Ceci est bien représenté dans une autre théorie en sciences politiques, la théorie de Kingdon sur les fenêtres d'opportunité en politique, pour de nouvelles politiques, fenêtres qui apparaissent à la convergence entre trois courants, l'apparition d'un problème saillant, bien reconnu, qui a été bien communiqué. Deuxièmement, le fait qu'il y ait une solution disponible, des politiques qui offrent une solution adéquate à ce problème. Elles sont disponibles, elles ont été validées, elles ont été testées. Et enfin, il y a une ouverture politique, il y a un changement de régime, une élection, comme ce qu'on vient de voir aux États-Unis, avec l'élection de Joe Biden qui certainement ouvre une fenêtre politique pour enfin avoir une politique climatique crédible à l'échelle des États-Unis, si pas à l'échelle mondiale. Et finalement, la dernière théorie dont je voudrais vous mentionner avant qu'on parle des transitions écologiques, c'est la théorie multiniveau des transitions socio-techniques, c'est-à-dire des adoptions de nouvelles technologies et de toute l'organisation sociale qui est associée à ces nouvelles technologies. C'est mon collègue Frank Gales qui, depuis des années, travaille sur l'évolution des systèmes de transport, des systèmes énergétiques, des systèmes alimentaires, et qui identifie 3 niveaux d'innovation. Le premier niveau, ce sont les marchés de niche, qui sont relativement protégés de la compétition, qui peuvent expérimenter, développer de nouvelles solutions, les tester, sans se faire éliminer du marché par une concurrence effrénée. Le deuxième niveau, ce sont les régimes. Les régimes, le régime de production énergétique, le régime alimentaire, le régime des transports, qui lui tend à être très très stable parce qu'il y a une série d'investissements dans l'infrastructure notamment qui vont résister au changement. Passer aujourd'hui de la voiture à essence à la voiture électrique pose d'énormes problèmes d'investissement dans l'infrastructure. On a des pompes à essence, on a peu de bornes électriques, on a des pipelines, on a des raffineries. Toute cette infrastructure devrait être remplacée, ce qui évidemment ralentit très fort cette transition. Et finalement, le troisième niveau, c'est le niveau macro, le paysage politique, économique, climatique, qui lui aussi est relativement stable, mais occasionnellement va créer une pression très forte sur un régime particulier, aujourd'hui par exemple sur le régime énergétique, parce que le changement climatique est devenu un problème saillant, parce que les solutions existent, les alternatives existent. Donc ce changement macro perturbe le régime, le déstructure, ce qui ouvre une fenêtre d'opportunité pour que ces innovations de niche pénètrent, s'insèrent dans ce nouveau régime et donnent lieu à un nouveau fonctionnement de ce système. Voilà ici un petit échantillon de la manière dont le changement a été réfléchi par différents scientifiques dans différentes disciplines. Qu'est-ce que ça veut dire pour la transition écologique ? La transition écologique est confrontée au même genre de questions, à savoir, est-ce qu'elle va s'accomplir par une série de petites réformes graduelles, par une série d'étapes, ou au contraire, est-ce qu'il faut une espèce de grande révolution qui va mettre tout le système ancien par terre et donner lieu à un nouveau système ? Autre question, comment réconcilier la nécessité de faire face à l'urgence climatique alors qu'il faut attendre ces fenêtres d'opportunité pour véritablement introduire de nouvelles politiques ?
Et finalement, comment gérer cette interaction entre plusieurs acteurs, publics, privés, la société civile, à plusieurs niveaux d'organisation, local, national, international. Alors, à ce stade-ci, je vais vous faire part de mes réflexions sur ces questions, mais qui sont issues de mon expertise très particulière qui concerne les politiques de contrôle de la déforestation tropicale. Donc ce que je vais vous dire vient de ce cadre-là et s'applique à ce cadre-là. On va essayer de l'extrapoler si on veut, mais avec prudence évidemment. Mais l'intérêt de la déforestation tropicale, c'est vraiment un système où on observe des transitions récentes, très marquées. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Costa Rica avec, sur l'axe des X, les années, on couvre quasiment un siècle. Sur l'axe des Y, l'axe vertical, on a le pourcentage du pays couvert en forêt. Et vous observez le couvert forestier qui diminue depuis le début du siècle passé, avec même une accélération de la déforestation dans les années 70. Et puis tout d'un coup, cette transition remarquable, très rapide, du jour au lendemain, si je puis dire, d'une année à l'autre, on inverse complètement la tendance, on passe d'une déforestation nette à une reforestation nette très significative. Et ça, vers les années 80. On observe la même chose au Vietnam, au Bhoutan, au Chili, en Chine, en Inde, d'une certaine manière, peut-être de manière moins marquée. Et donc, depuis des années avec mon équipe, pour chacune de ces transitions forestières, nous étudions l'ensemble des politiques économiques, environnementales et autres, publiques et privées, basées sur des incitants ou basées sur des sanctions, une approche plus commande et contrôle, qui expliquent ces transitions. Et de ça, je peux tirer quelques leçons. Je n'ai le temps de vous en partager que deux. La première, c'est que dans tous ces cas de transition réussie, la mise en œuvre des innovations politiques dans ce cas-là, à l'échelle, s'est toujours faite grâce à des coalitions entre multiples acteurs, acteurs de la société civile, acteurs du secteur public et acteurs du secteur privé. On a eu une transformation à l'échelle nationale que lorsque ces différents acteurs se sont mis d'accord pour aligner leurs objectifs, leurs motivations, en tout cas pour résoudre un problème bien particulier. D'ailleurs, on retrouve exactement la même chose dans toutes les grandes initiatives internationales de lutte contre le sida, la tuberculose, la malaria, la malnutrition. Chaque fois, ces grands programmes internationaux, quand ils ont été un succès, ont impliqué une coalition entre ces différents acteurs. Ces acteurs travaillent ensemble de manière différente. Le chemin dominant, c'est le gouvernement qui initie une politique transformatrice qui ensuite est soutenue par derrière par des acteurs privés. Par exemple, au Brésil, sous la présidence Lula, il y a eu un effort majeur de contrôle de la déforestation en Amazonie, qui a d'ailleurs entraîné une diminution de plus de 80% de la déforestation sous Lula. Aujourd'hui, on est reparti à la hausse, évidemment, avec Bolsonaro. Et en plus de toutes les actions du gouvernement brésilien, très efficaces, je n'ai pas le temps de les lister, ils ont réussi à avoir la collaboration des quelques grandes multinationales dans le domaine de l'agroalimentaire qui achetaient le soja en Amazonie, qui, en réponse à des campagnes des organisations non gouvernementales environnementales, des campagnes de naming and shaming, ces grandes multinationales ont accepté en 2006 de signer un moratoire sur le soja, à savoir, elles se sont engagées à ne plus acheter du soja qui proviendrait de fermes d'exploitation qui auraient commis la déforestation. Le deuxième chemin, c'est plutôt des innovations qui sont issues de la société civile, des ONG, d'autres organisations, d'associations de producteurs, qui ont un certain succès, mais qui arrivent à des parts de marché faibles, 4-5%, par exemple l'éco-certification. Mais une fois que ces innovations sont mises au point, elles sont ensuite adoptées, incorporées dans des politiques publiques. Par exemple, il y a quelques années, le Mozambique a décidé que dans sa politique agricole, il incorporait les standards, les normes de production du système d'éco-certification Better Cotton Initiative sur le coton. On sait, le Mozambique est un grand producteur de coton. Donc aujourd'hui, ce standard issu d'une table ronde est appliqué à l'échelle nationale. Il y a beaucoup d'autres exemples. Et finalement, le troisième chemin, moins important et moins efficace aussi, ce sont lorsque des compagnies privées qui occupent une part de marché très importante, il y a une forte consolidation dans le commerce des commodités agricoles ou liées à la déforestation. Lorsque ces compagnies privées, de nouveau sous la pression
de la société civile ou d'investisseurs ou de consommateurs imposent des bonnes pratiques à travers leur filière d'approvisionnement. Par exemple, les 3 grandes compagnies productrices qui font le trading du cacao, aujourd'hui des fèves de cacao, ont adopté il y a 2 ans le Cacao and Forest Initiative, une grande initiative pour supprimer la déforestation liée à la production du cacao. Un long chemin encore à parcourir, mais au moins l'intention y est. Très rapidement, la deuxième leçon et dernière leçon que je vais partager avec vous, c'est que dans toutes ces histoires à succès où une tendance environnementale a été inversée, c'est toujours sur base non pas d'une politique, d'une intervention, mais d'un écosystème de politique, un ensemble d'interventions complémentaires basées sur de l'information, du monitoring, basées sur des incitants et basées aussi sur une menace de sanctions pour certains acteurs. Pourquoi est-ce qu'il faut cet écosystème politique? Parce que très souvent, on sous-estime le degré d'hétérogénéité entre les acteurs d'un certain secteur. On va parler de la filière du cacao, on va parler des ONG et des pays tropicaux. En réalité, dans ces catégories, on a des acteurs très progressistes, très ouverts à l'adoption de pratiques plus durables, mais on a tout un gradient jusqu'à des acteurs qui, eux, sont très résistants au changement. Beaucoup des politiques environnementales sont sur base volontaire et sur base d'incitants qui, évidemment, ne vont mobiliser que les acteurs les plus progressistes. C'est un peu comme si on offrait gratuitement des cours particuliers aux premiers de classe, oubliant ainsi tous les autres élèves de la classe. Et donc, pour véritablement faire un changement à l'échelle, à l'ensemble du système, il faut cette complémentarité entre ces incitants, entre des politiques commande et contrôle, avec une menace de sanction pour lever le plancher qui va s'appliquer à l'ensemble des acteurs, et des actions d'émulation, de stimulation des autres acteurs. En conclusion, donc, je vous ai parlé ici de cette question du upscaling, vous m'excuserez de l'anglicisme, qui a véritablement 3 composantes. Il y a ce qu'on appelle le scale-out, comment répliquer, disséminer les solutions qui marchent auprès de plus d'acteurs. Il y a le scale-up, comment transformer les institutions, les règles, les politiques, pour qu'elles s'appliquent à l'ensemble des acteurs. Et puis finalement, il y a le scale-deep, comment changer les cœurs et les esprits, les normes sociales dont Olivier de Scutter nous parlait, les règles de vie, les attitudes et vraiment les valeurs culturelles. Merci beaucoup. Voilà, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le directeur, chers consoeurs, chers confrères, merci de m'accueillir à cette tribune pour parler de la réhabilitation de l'État stratège, sujet vaste s'il en est et qui fait l'objet de mon dernier ouvrage au sein duquel j'ai considéré que j'avais remis ma copie. Parler d'État stratège, ça suppose de parler de différents modèles de capitalisme, d'organisation, et j'utiliserai un axe à la fois historique et géographique en opposant le capitalisme américain et le capitalisme européen, que je vais qualifier de rénant, prenant appui d'ailleurs sur le livre de Michel Albert, publié en 91, qui avait opposé ces 2 capitalismes dans cet ouvrage qui s'appelait « Capitalisme contre capitalisme », et qui avait donc distingué l'école de Chicago, elle-même issue de l'école du Mont Pèlerin, de l'ordolibéralisme allemand, lui-même issu de l'école de Fribourg, qui avait donné cette notion de capitalisme rénant. Pardon ? Voilà, ok. Voilà, alors évidemment, opposer le capitalisme américain, européen, c'est hasardeux. On sait que... Et je parlerai de capitalisme américain plutôt qu'anglo-saxon, parce que les Américains sont un peuple d'industriels, tandis que les Anglais sont un peuple plutôt de courtiers. On peut bien sûr distinguer un modèle inductif d'origine protestante aux États-Unis et un modèle déductif d'origine catholique en Europe. On peut évidemment se dire, et à juste titre, qu'un modèle ne s'impose pas, mais répond à une certaine affinité élective avec des circonstances géographiques, géologiques, religieuses, linguistiques, que sais-je, mais on peut quand même distinguer 2 modèles. Et en fait, ce qui distingue essentiellement les 2 modèles, c'est la mobilité du travail. La mobilité du travail qui est exacerbée aux États-Unis
et qui est confortée par le fait que la protection sociale n'existe pas, et quand elle existe, elle est essentiellement fournie par les entreprises, et qu'on oppose à la protection sociale qui découle des États-providence européens. C'est un modèle qui a été choisi essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, et cette protection sociale est elle-même la résonance de l'immobilité du travail, parce que on ne peut protéger le travail que pour autant qu'il soit dans une relation étroite avec les États qui sont supposés apporter cette protection. Alors parlons d'abord des États-Unis. Et l'erreur avec les États-Unis, c'est d'appliquer la même logique séquentielle que celle qu'on a en Europe, c'est-à-dire d'avoir une vision verticale du XXe siècle en considérant que le XXe siècle est séquencé par deux guerres. Ces guerres n'ont pas été vécues de la même manière aux États-Unis, donc on peut avoir une logique qui soit plutôt horizontale. Donc le XXe siècle commence bien aux États-Unis, avec un boom industriel qui s'amplifie en 14, qui prend appui sur l'électrification, le développement de l'industrie, de l'automobile. Et donc c'est une économie extrêmement prospère, qui est d'ailleurs tellement prospère que le dollar devient la devise de référence, rôle qui était assuré par la livre sterling auparavant. Et puis arrive ce crash en 29, crash majeur. C'est un événement extrêmement traumatisant dans l'histoire américaine. Et d'ailleurs, il a fait l'objet de nombreuses études qui ont permis aux États-Unis de s'extraire de crash ultérieurs. Et donc 29 commence, ou plutôt se termine mal, c'est le fameux jeudi noir du 24 octobre 29. Il y a quelques années d'indécision, et puis commence les New Deal de Roosevelt, mais commence plus fondamentalement, quand on oublie la Seconde Guerre mondiale, une période keynésienne aux États-Unis qui va quasiment durer 40 ans, qui va durer jusqu'en 1976, et qui va en fait conduire à une économie extrêmement articulée par l'État, d'une origine beaucoup plus régalienne que ce qu'on peut imaginer. Les Américains, à l'époque, n'ont pas bénéficié d'une économie désordonnée, chaotique, comme celle qu'on peut observer aujourd'hui. Mais les choses s'arrêtent dans les années 70, avec la fin des accords de Bretton Woods, en 71, donc la fin des accords monétaires qui avaient fondé l'ordre monétaire mondial d'après-guerre sur l'État l'or. Et puis commence dans les années 70 une vague d'inflation eschatologique. La dépréciation du dollar elle-même conduit à des augmentations du prix des matières importées, et cette inflation s'auto-alimente, et finalement le capital perd à peu près 50% de sa valeur dans les années 70. Et c'est cette perte de valeur du capital, c'est cette inflation qui a déclenché ce qu'on a appelé le néolibéralisme. Et pourquoi néolibéralisme? Parce que c'est un écho à la première vague de libéralisme qui avait été constatée aux États-Unis au début du XXe siècle. Commence donc le néolibéralisme, avec, on le sait, en Angleterre, Thatcher, aux États-Unis, Reagan, mais avec de manière peut-être plus précise, Volcker, qui est le président de la Federal Reserve, et qui décide de combattre l'inflation à tout prix, par une augmentation très forte des taux d'intérêt. Et puis, progressivement, un nouveau modèle idéologique s'impose. D'abord, ce néolibéralisme ne porte pas encore le nom de libéralisme, mais c'est en fait la prééminence du marché sur l'État qui s'impose, avec la reconnaissance des avantages de la spontanéité du capitalisme et de l'innovation qui peut être associée, mais aussi avec un désengagement progressif de l'État dans de grands secteurs de l'économie. Ça conduira d'ailleurs en Europe, avec quelques années de retard, au démantèlement des grands monopoles d'État. Et quand on prend le néolibéralisme américain, qui a donc débuté dans les années 80 jusque maintenant, donc on est 40 ans plus tard, on n'a pas des périodes uniformes. On a d'abord cette mutation idéologique dans les années 80, on a ensuite une décennie de complaisance idéologique, ce sont les années 90, et puis une période d'accentuation, les années 2000 avec le crash Internet qui a lieu entre 2000 et 2001, et puis une phase maintenant d'emballement complet du néolibéralisme qui a commencé en 2008 et qui a tiré profit non seulement de la mondialisation, mais aussi de la digitalisation. Et Trump, finalement, n'est jamais que la dérivée d'une fonction ayant été initiée il y a à peu près une cinquantaine d'années avec l'isolationnisme américain qui a été constaté par la sortie des accords monétaires d'après-guerre. En Europe, c'est un peu différent. On n'a pas les mêmes visions horizontales et l'État se reforme, se redéfinit après la guerre. C'est le fameux rapport de 1942 de Beveridge. Et on rentre dans l'après-guerre dans une période aussi keynésienne,
qui est prospère. Hein. On passe en 15 ans des tickets de rationnement à l'Expo universelle de 58 dans ce pays. On est capable, grâce à l'effet de rattrapage de croissance, d'absorber la décolonisation. Mais malheureusement, on vit aussi les années 70 avec différents chocs. 2 chocs pétroliers, 74-78, une mutation importante de l'économie. On quitte plus ou moins le domaine industriel pour entrer dans l'économie de services. Et on renoue avec un phénomène qui avait été connu dans les années 30, à savoir le chômage structurel de masse. Et puis commence aussi en Europe ces années 80, avec cette influence américaine essentiellement, et commence une période d'osmose non définie entre nos modèles européens d'États sociaux, d'État-providence, et ce fameux néolibéralisme. Mais cette osmose est impure, elle est mal définie parce que on ne comprend pas, ou plutôt on ne veut pas expliquer ce qui nous arrive, à savoir qu'on veut avoir le bénéfice de 2 modèles, c'est-à-dire la croissance naturelle, spontanée, qui est entraînée par la déstructuration de la protection des facteurs de production, c'est le modèle américain, et puis d'autre part, les bénéfices de l'État-providence. En fait, nos dirigeants à l'époque auraient dû nous dire, ou bien on veut garder le modèle européen d'État social, et ça aurait supposé peut-être moins de progrès, moins de volatilité de l'économie, ou bien on aurait dû dire il faut flexibiliser à tout prix le travail pour en amplifier la mobilité dans la logique américaine. Mais on a en fait choisi par abstention, et on n'a pas compris à l'époque que nos systèmes sociaux d'après-guerre allaient être mis en péril, allaient être fissurés par 2 éléments. D'abord, un taux de croissance réel de l'économie qui a commencé à baisser, c'est ce qu'on appelle en fait le reflet des gains de productivité, et puis d'autre part des courbes démographiques qui sont devenues opposées, hein, qui sont devenues des vents frontaux, et qui ont commencé à mettre en péril le financement des pensions. Et puis est arrivé l'euro en 92, c'est Maastricht, et peu de gens en ont été conscients, et moi le premier d'ailleurs, c'est que l'euro était bien sûr le projet l'aboutissement d'un processus de réunification territoriale en Allemagne, bien sûr était l'expression d'une utopie politique, mais l'euro a été essentiellement un choix néolibéral, puisque cette devise est essentiellement définie par son propre taux de dépréciation, son taux d'inflation fixé à 2%. C'est une monnaie de rentier, et c'est une monnaie qui est fondée sur la mobilité du travail obtenue par l'ouverture des frontières. En réalité, l'euro est parti de l'idée qu'il fallait que cette monnaie protège le capital et que le travail s'adapte à cette monnaie de rentier par l'amplification de sa propre mobilité. Mais ça ne s'est évidemment pas passé. Pourquoi ? D'abord parce que l'euro implicitement a nié les choix sociopolitiques éventuellement divergents que les pays auraient pu faire, mais c'est pas parce que on constate la possibilité de la mobilité du travail que le travail devient mobile. Nous parlons des langues différentes, nous avons des compétences différentes, et si on ne croit pas à la thèse entre les protestants et les catholiques, on peut à tout le moins croire que l'opposition entre les Européens distingue les hommes, les agriculteurs des marins. Mais donc on a posé un choix extrêmement coercitif. Et on a même développé une monnaie qui est encore plus néolibérale que le dollar, puisque le dollar réagit à 3 paramètres, le taux d'inflation, le cours de change, mais aussi le niveau d'activité économique, tandis que l'euro ne prend en considération que sa propre dépréciation. Et donc on n'a pas compris en 92 et puis en 99, quand l'euro s'est imposé, qu'on avait des modèles qui devenaient de plus en plus confrontationnels. Un exemple, par exemple, de cette confrontation, c'est les systèmes fiscaux. Aux États-Unis, et l'expression a été inventée dans les années 30, la fiscalité est basée sur ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, le trickle-down. Donc ça part de l'idée qu'il ne faut surtout pas trop taxer les riches, on les taxe d'ailleurs de manière proportionnelle à un taux de 37%, pour que l'argent qu'ils puissent tirer de leurs bénéfices importants ruisselle vers le reste de l'économie et mette des travailleurs à l'emploi. En Europe, on a une logique fiscale complètement différente, qui est basée sur la capacité contributive et qui est basée sur l'augmentation de la taxation avec le revenu, ce qui veut dire qu'en fait, on taxe qu'à propension marginale et épargnée. Donc ce sont des systèmes complètement antagonistes, mais là aussi, on n'en a pas tiré une synthèse suffisamment correcte. Et donc je pense qu'on a été pendant très longtemps les passagers clandestins de cette vague néolibérale, avec, surtout dans les années 80, cette espèce d'imposture intellectuelle qui a conduit à croire qu'on pourrait gérer un État comme une entreprise. Mais ce n'est pas possible.
D'ailleurs, c'est ce qu'on nous disait à Solvay dans les années 80, mais c'est évidemment tout à fait faux. Une entreprise est à la recherche, parfois éphémère, du monopole, c'est la théorie de Schumpeter, tandis qu'un État est censé gérer des biens et des services publics dans une prospective générationnelle qui dépasse de loin la patience que des actionnaires peuvent tolérer. Mais pourquoi est-ce qu'on a commencé à confondre les modèles, à ne pas distinguer ou à ne pas être en conscience de ce choc qu'on allait vivre et qu'on vit maintenant, j'y reviendrai, parce que tout s'est passé par micro-oscillations, tout s'est passé par petits changements, par désinhibition idéologique, et donc finalement les États eux-mêmes, l'expression du pouvoir des États s'est diluée au motif que le marché, dans sa spontanéité, était capable de gérer les grands équilibres sociaux. On sait aujourd'hui que rien n'est plus faux. Et donc aujourd'hui, voilà, les États sont, en tout cas européens, sont les victimes de la mondialisation, ont perdu une grande partie de leur souveraineté, et c'est important d'en faire le constat, parce que c'est comme si on passait lentement du géocentrisme à l'héliocentrisme. Ce sont des modèles différents qu'on doit aujourd'hui constater en Europe et aux États-Unis. On ne s'est pas rendu compte non plus qu'en adoptant de manière un peu clandestine le modèle néolibéral américain, on changeait la ligne du temps. Le temps américain est un temps prospectif. La valeur des biens ne s'exprime que par l'actualisation de leur utilité future. En Europe, c'est un modèle différent qu'on avait pendant très longtemps adopté. C'était un modèle de capitalisation du temps, c'est-à-dire qu'on partageait ce qui avait été produit, ce qui avait été accompli, plutôt que d'anticiper ce qui aurait pu être produit dans le futur. Eh bien, cette collision des vecteurs de temps n'a pas été bien comprise. Le problème, c'est que quand on passe dans un monde où le temps ne devient plus qu'actualisation du futur, on importe dans le présent la volatilité, ça conduit à des chocs boursiers importants qui, bien sûr, contaminent les économies réelles. Et d'ailleurs, on a vécu 2 chocs importants. Il y a eu un choc boursier en 2000, c'est un choc Internet qui ne nous a pas tellement concernés, mais on a vécu, et c'est un choc d'origine américaine, le choc des subprimes en 2008, c'est un choc qui n'est toujours pas cicatrisé, et qui a en fait anticipé d'à peu près 10 ans des équilibres, ou plutôt des déséquilibres sociaux auxquels on va bientôt faire face, par exemple en matière de retraite. Et puis on vit maintenant ce choc très important, qui était un choc sanitaire, qui a encore accéléré le tour de l'aiguille du temps d'une dizaine d'années. Donc on est aujourd'hui confronté en 2020 à des déséquilibres qui normalement auraient dû être connus, ou en tout cas abordés en 2040. Et en fait, on se rend compte que nos États vont vivre nos configurations sociopolitiques vont vivre des chocs extrêmement importants. Pourquoi ? Parce que les États, leur expression, vont être écartelés entre des populations qui voudront absolument maintenir et obtenir le bénéfice des avantages sociaux qui leur avaient été promis, et d'autre part, ces mêmes États vont être écartelés entre ces demandes et une sphère marchande qui lui échappe complètement dans le cadre de la mondialisation. Et je crois qu'on va voir, comme réponse à cet écartèlement, un rôle des États qui sera renforcé. Alors, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais force est de constater aujourd'hui que si l'État n'était pas intervenu pour compenser la faiblesse du secteur privé dans le cadre de la crise sanitaire, eh bien nos économies se seraient complètement écroulées. On sait que l'État a dû emprunter aujourd'hui, et il le fait grâce à la création monétaire, à peu près le déficit de croissance du secteur privé. Et donc, on va avoir des États qui vont être plus importants, et le tout est d'avoir des États qui jouent un rôle utile et juste dans ces économies, d'où cette idée d'État stratège, d'ailleurs, que Charles Michel m'avait chippé dès que je lui en avais parlé. Et qu'est-ce que c'est un État stratège ? C'est indéfinissable. C'est en fait un État qui n'est certainement pas un État qui administre, ce n'est pas un État dirigiste, ce n'est pas un État planificateur, ce n'est pas non plus un État arbitre, je pense, mais c'est un État qui veut exprimer une vision d'excellence pour les futures générations. C'est un État qui est capable de distinguer ce qui doit ressortir à la sphère privée et à la sphère publique. C'est un État aussi qui est capable de reconnaître l'importance du commerce mondialisé et peut-être de mettre en œuvre des accords de coopération utiles avec des entreprises qui maintenant les dominent. Et d'ailleurs, je vous réfère à ce qui est écrit aujourd'hui dans la bonne presse aux interviews de Thomas Derwin, qui est le secrétaire d'État à la relance et qui parle en fait de cette relance aussi, de cette résurgence, on va dire, de l'État stratège. Et ça voudra dire aussi qu'on va devoir
revenir sur des doxas monétaires et budgétaires qui ont prouvé leur inefficience, voire leurs effets néfastes. On a vécu depuis 92-99 dans la zone euro avec la conviction que l'endettement public était mauvais, qu'il fallait absolument désendetter les États malgré des taux d'intérêt qui étaient négatifs. On a voulu absolument que les États reviennent au déficit budgétaire. À quoi est-ce que ça a conduit? Eh bien, au fait que les États n'ont plus pu endetter pour mettre en œuvre des investissements publics, mais qu'en plus, on a contraint ces États à quasiment les abandonner, puisque le déficit budgétaire n'était pas autorisé, même pour des dépenses d'infrastructures. On devra donc à un moment, nolens-volens, revenir sur les principes de gestion de la zone euro. Ça supposera aussi de, je crois, remettre en œuvre un grand pacte social et fiscal. Parce qu'on ne pourra pas, je crois, tolérer que cette baisse de taux d'intérêt, et je ne plaide peut-être pas pour mes intérêts en le disant, mais que cette baisse des taux d'intérêt qui a amplifié la valeur des actifs se fasse au détriment de l'emploi. Ça supposera aussi, par exemple, de redéfinir l'euro, j'en parlais, dans la logique ou dans la perspective d'une monnaie qui est là pour stimuler le plein emploi plutôt que pour simplement assurer l'absence d'inflation. D'ailleurs, c'est quand même invraisemblable de penser qu'on ait une monnaie dont la fonction utilitariste n'est nulle part la création d'emplois. Et donc, je pense que, et ce sera ma conclusion parce que mon temps s'écoule, c'est que je pense qu'un État stratège, ça pourrait être défini par une seule phrase, ou en tout cas un seul principe de gestion, c'est que c'est un État qui devrait soumettre toute décision, aussi infime soit-elle, au bien-être des futures générations. Parce que si cette logique est appliquée, d'abord on va utiliser l'importation du temps futur à bon escient dans des décisions contemporaines qui seront utiles pour les gens qui vont nous succéder, mais ça permettra aussi d'intégrer tout ce dont Olivier et d'autres personnes ont parlé aujourd'hui, à savoir les transitions énergétiques et les respects des transitions climatiques. Voilà en quelques mots, et je vous remercie pour votre écoute. Bien, mais il me revient de conclure cette séance commune des classes, qui a été, je pense, une séance extrêmement intéressante. Je voudrais tout d'abord remercier tous nos membres qui y ont participé. Ils ont été nombreux, et remercier aussi ceux qui ont posé leurs questions, ce qui a permis d'approfondir un certain nombre de points. Je voudrais aussi et surtout remercier les intervenants, parce que je trouve que chaque intervention a été extrêmement intéressante, et alors que l'on n'avait pas eu le temps de se concerter exactement ou précisément sur le contenu des interventions, on a pu constater combien elles étaient complémentaires et cohérentes, combien elles se renforçaient les unes les autres. Alors ma seule conclusion, c'est de dire que la grande transition, elle est en cours. Comme Dominique Méda l'a dit, on est dans une situation d'urgence, et je crois qu'on ne s'en est pas encore suffisamment rendu compte. C'est dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, qu'il y a des décisions difficiles à prendre, qu'il faut prendre le plus vite possible. Et il faut le prendre, comme l'a dit Eric Lambin, avec les technologies que nous avons. Ne rêvons pas que la science et la technique va trouver la solution miracle. Il n'y a pas de silver bullet pour pouvoir résoudre le problème. Donc, c'est ensemble que nous allons pouvoir, je dirais, lutter et essayer de faire passer, je dirais, les idées au sein de la société, au sein des dirigeants. Et je suis persuadé que nos académies ont un rôle fondamental à jouer. Nous sommes devant une responsabilité que je n'hésiterai pas à qualifier d'historique. Et comme vous l'avez bien vu, c'est l'ensemble des classes, c'est l'ensemble des compétences qui doivent être mises en œuvre pour pouvoir faire passer des messages forts en n'hésitant pas à dire les choses telles qu'elles sont sans les édulcorer, et espérons que tous ensemble nous puissions, je dirais, avoir un impact. Et je remercie aussi notre secrétaire perpétuel et toute l'équipe de l'Académie qui a organisé cette séance de la manière, je dirais, la plus conviviale possible dans des circonstances difficiles. Il me reste maintenant à vous souhaiter à tous un bon week-end, et j'espère que ce jour et cette séance ne restera pas sans lendemain. Et portez-vous bien, veillez sur vous et sur les vôtres, et au plaisir de se retrouver à d'autres occasions. Au revoir.